Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur cet atelier dédié aux infrastructures numériques au service du territoire intelligent. Avant toute chose, je voulais remercier l'agglomération de Nevers pour accueillir cet événement, ce sommet international des villes, sommet international des villes médianes. Et je voulais aussi particulièrement remercier Nièvre Numérique de nous avoir conviés pour cet atelier qui nous permet de discuter d'infrastructures et de territoires intelligents. Quand on parle justement de territoire intelligent, c'est un concept qui est assez vaste. À la fois, on va parler de concepts qui sont d'amélioration de la qualité de vie, mais également de transformation de la société, ainsi que d'optimisation des ressources. En parcourant les allées de ce sommet, effectivement, vous voyez que quand même, on parle beaucoup de technologie. Donc on parle dans la technologie de plateformes, on parle d'objets connectés, etc. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça vient d'une évolution technologique, une évolution dans le hardware, dans le software. Derrière, il y a eu des usages, une explosion, un essor des services et aussi des usages numériques. À cela, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que les infrastructures numériques ont permis justement le développement de ces usages et de ces services. Donc, le but de cet atelier aujourd'hui, et c'est ce qui nous réunit, c'est d'abord de discuter du territoire intelligent, mais aussi surtout de montrer que les infrastructures numériques sont un prérequis à ce concept de territoire intelligent. Donc, autour de la table, on va avoir un très beau panel d'intervenants. Alors, 2 collectivités et ainsi que 3 professionnels du secteur. Donc, ils seront tout à vous pour parler de ce qu'ils font au quotidien en termes de territoire intelligent et notamment d'infrastructure. Merci. Donc, on va commencer par Fabien, qui va se présenter et ensuite on va enchaîner. Voilà, donc Fabien Bazin, moi je suis président de Nièvre Numérique, qui est le syndicat d'aménagement de la Nièvre, et par ailleurs vice-président au département sur la question des usages numériques, entre autres, et enfin maire de Lorme, qui est une petite commune de 1400 habitants, qui devrait être la première commune française en Europe labellisée Smart Village. Donc Jean-François, merci. Oui, bonjour, Jean-François Martel, je suis le DSI de la ville d'Albi. Et moi, je vous parlerai d'une expérimentation qu'on a faite au niveau de l'IoT, d'objets connectés autour des technologies LoRa. Pierre Blondiot, je suis responsable commercial chez Axion. Axion, dont le métier est d'être aménageur numérique de territoire. Et je m'occupe de 3 réseaux d'initiatives publiques sur le département de la Nièvre, donc Nivertel, Berry Fibre Optique sur le département du Cher et de l'Indre, et Tours Métropole Numérique, la métropole de Tours. Bonjour, Hugues Jouffroy, je dirige les filiales Télécom, Digital et Sûreté Sécurité pour le quart nord-est de la France pour Engie Ineo. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Bernard Sers, je suis directeur des activités Smart Solutions chez Sogetrel et non pas Sogetel, Sogetrel, et je vous parlerai d'un cas d'usage autour du stationnement intelligent pour la ville de Clamart, complétant une solution de vidéoprotection basée sur une infrastructure à très haut débit. Merci. Donc, pour cet atelier, ce qu'on a voulu faire, c'était d'abord vous présenter un petit état des lieux de ce que sont les infrastructures numériques en France. Ensuite, on va vous présenter des cas concrets que les professionnels du secteur ou les collectivités ont déployés sur le territoire. Et enfin, on aura un petit débat, des points de vue, un échange de points de vue entre les différents intervenants afin d'évoquer le sujet et de prendre un peu du recul par rapport à tous ces sujets sur lesquels on a discuté. Donc, premier point, aujourd'hui en France, qu'avons-nous ? Vous savez qu'au niveau français, il y a un plan qui s'appelle le plan France Très Haut Débit qui a pour but d'équiper 80% des foyers en FTTH et donc 100% des foyers en très haut débit d'ici 2022. Donc c'est un plan extrêmement ambitieux, parce qu'aujourd'hui on est en 2019,
Et donc il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées à ce titre. Donc on peut voir dans les slides que vous voyez affichés qu'à fin 2018, sur les 37 millions de foyers français, 13,6 millions de foyers sont raccordés à la fibre optique jusqu'à l'abonné. Et donc c'est un chiffre énorme, et c'est aussi en même temps la marche est assez longue, puisqu'il reste encore plus de 20 millions de prises, enfin plus de 20 millions de foyers à raccorder. Donc ça, c'est pour les infrastructures numériques. Donc on parle de fibres, et donc ce sont des infrastructures fixes. Après, nous savons tous qu'au-delà de 2022, si on veut atteindre le THD pour tous, ça ne sera pas si simple. On ne va pas recourir qu'à des infrastructures fixes. On aura également recours à des infrastructures type radio ou d'autres. Et donc on voit effectivement qu'au-delà de 2022, on va avoir recours à du THD via le réseau cuivre, mais également aussi à du THD radio. Donc ça, c'était un peu l'état des lieux en France, très rapidement, sur ce que nous avons fait en tant que pays à l'échelle nationale en termes d'infrastructures numériques. Et je vais laisser maintenant présenter les cas d'usage de nos différents intervenants. Et je vais commencer par Fabien. Donc toi, Fabien, qu'est-ce que tu peux dire comme cas d'usage sur le périmètre de Nièvre numérique aujourd'hui? Juste avant d'évoquer le cas d'usage, peut-être pour compléter ta présentation sur les différents plans très haut débit, parce que ça fait quand même 3 présidents de la République qu'on est en train d'épuiser sur la question sans qu'on arrive forcément à la fin à une réalité totalement concrète. C'est l'importance du montant de l'investissement public et privé sur le pays, dont nos concitoyens aujourd'hui n'ont qu'une conscience très partielle. Et les moyens qui sont aujourd'hui mis sur la table méritent une appropriation citoyenne, y compris par les élus locaux d'ailleurs, ou les représentants de l'État, de cet investissement monstrueux. C'est le premier sujet. Deuxièmement, sur un territoire rural comme la Nièvre, 200 000 habitants, un habitat très, très dispersé, des difficultés d'accès à Internet qu'on entend tous les jours, mais dont il faut aussi rappeler que dans des territoires plus peuplés, on se retrouve aussi face à cette question-là. Une incompréhension assez totale d'un vocabulaire technocratique propre à la profession. C'était l'objet du débat précédent, qui fait extrêmement peur et sur lequel on a besoin les uns et les autres d'apporter beaucoup de clarté. Je rappelle que Michel Serres nous racontait que les 3 inventions fondamentales qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité, c'est l'invention de l'écriture, de l'imprimerie et de l'Internet ou du numérique. Donc il y a un enjeu fondamental sur les usages numériques dans un département rural comme le nôtre, où on ne peut pas se contenter de décliner des solutions imaginées dans des métropoles qui ne sont pas particulièrement adaptées aux besoins que nous avons à la ruralité, même si les besoins sont parfois assez sensibles à ceux des zones plus urbaines. Moi, il me semble qu'il y a quand même la question du climat, la question du grand âge, chère Catherine, la question de l'invention des métiers de demain. On ne connaît pas 50% des métiers, d'autres disent 80% des métiers qui existeront en 2030 ou en 2040. C'est comment les usages numériques permettent de nous accompagner, d'apporter une part de la réponse à ces enjeux absolument fondamentaux. Parce que le reste, c'est parfois un peu pour se faire plaisir, en tout cas de mon point de vue. Ce qui veut dire, par exemple, en termes très concrets, puisque c'était ça l'usage, mais moi j'ai pas de slide, contrairement à mes petits camarades, donc ça doit aller un tout petit peu plus vite. On travaille aujourd'hui, on vient de finaliser d'ailleurs cet après-midi le sujet, à l'implantation d'une manufacture collaborative dans la commune de Lorme, qui est aujourd'hui implantée à Montreuil, Marseille, Nantes, bientôt Grenoble et Roubaix, et qui fait de la formation au métier de l'artisanat ou de l'artisanat d'art avec des grosses machines numériques que tout un chacun ne peut pas s'installer. Ça répond à un double défi, celui d'abord de la transformation des métiers, qu'on est capable d'accompagner en zone rurale, y compris d'ailleurs, puisque le modèle économique de cette manufacture collaborative, c'est bien sûr la formation des artisans du territoire, mais encore le fait que les artisans qui sont à Marseille, Nantes, Grenoble, Roubaix ou Montreuil viennent se mettre au vert à la campagne pour créer une journée, une semaine, un mois et probablement
derrière y faire de l'installation, et on répond au 5e défi que je n'ai pas tout à l'heure cité, qui est le fait que l'exode rural vient de s'éteindre et est remplacé par l'exode urbain, et qu'on est sur cette recherche de vie plus saine, plus libre et plus collaborative. Et que donc l'outil ici Morvan, ça va être son nom, répond à cette problématique-là. Ça nous vaut par ailleurs, et je ne vais pas être plus long puisque le temps est compté, d'être regardé non seulement par le CEREMA mais aussi par l'Union européenne, puisque on a reçu là au mois de juin dernier une délégation, une cinquantaine de représentants de la Commission et du réseau rural européen qui ont passé la journée donc à Lorme pour travailler avec nous à l'élaboration d'un appel à projet dit Smart Village, village intelligent, dont on aura le résultat au mois de décembre, et Lorme sera probablement reçu, en tout cas lauréat de cet appel à projet parmi 5 villages sur l'ensemble, enfin il y aura 5 villages qui seront lauréats sur l'ensemble de l'Union. Après il faudra qu'on déploie un peu les choses. Et c'est notamment cette manufacture collaborative, c'est aussi la création d'un réseau social rural qui permet sur un périmètre à peu près de 4000 habitants, de mettre en relation 80 personnes en situation d'isolement et 120 voisins actifs, comme site qui existe, faircompagnie.fr, projet, dossier qui existe aujourd'hui, qui était en train de s'étendre dans la Nièvre, que Paris vient de reprendre il y a quelques mois maintenant, en faisant en l'appelant lui Paris fait compagnie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'imagination de nouveaux usages autour des nouveaux métiers, autour des nouvelles relations sociales, elle est tout à fait possible, et au contraire elle est même peut-être plus puissante quand elle part d'un territoire rural que quand elle se décline au titre d'une solution nationale dans des territoires qui n'ont pas inventé ou coproduit la solution. Merci. Donc du coup, Jean-François, toi, tu avais un exemple de mise en œuvre d'un réseau IoT. Voilà, alors moi je voulais vous présenter une réalisation concrète, ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire un prototype sur le déploiement d'une infrastructure IoT, donc Internet des objets, sur la ville d'Albi. Donc l'objectif de ce prototype, c'était de pouvoir piloter l'arrosage de nos parcs et jardins, de terrains de sport, donc avec des capteurs d'hygrométrie, en mêlant ces informations à la météo, le suivi des températures des frigos, des congélateurs de la cuisine centrale, des bâtiments, la consommation d'eau et d'électricité, etc., etc. Aussi sur du patrimoine pour vérifier l'hygrométrie des cryptes, des tableaux. Enfin voilà, on avait essayé de taper assez large sur le prototype. Donc une fois qu'on a défini ce périmètre, l'objectif c'était de se dire comment est-ce que l'on veut faire. Donc à Albi, on a un énorme avantage, c'est qu'on a déjà déployé une infrastructure depuis plus de 20 ans. Donc c'est plus de 266 km de fourreaux qu'on a fibrés. Donc c'est quand même 7 millions d'investissements. Et sur ces fourreaux et sur cette fibre, on a déjà connecté plein d'usages. Donc il y a les bâtiments administratifs, les écoles, la production d'eau, les espaces publics, la vidéoprotection, le Wi-Fi public, la gestion des chaudières et du chauffage. Et on s'est dit, c'est sur cette infrastructure que l'on va déployer l'IoT. Et donc là, je reviens sur l'objet de la présentation, c'est les infrastructures sont à la base de tout. Donc le schéma directeur de la DSI au niveau de la ville d'Albi est malgré tout un peu particulier parce qu'on est très orienté open source. Donc en plus du périmètre du prototype, l'objectif c'était de tout faire en open source. Donc l'open source, c'est avoir des logiciels avec des coûts faibles, avec des données ouvertes qu'on puisse partager et qu'on puisse utiliser et collaborer avec d'autres collectivités et surtout au sein de la ville. En termes de technologie, on a très vite retenu la technologie LoRa, donc LoRaWAN, qui est une norme, on va dire, qui a été adoptée par pas mal d'entreprises dans le monde. Et c'est un réseau avec de très faibles consommations d'énergie et des couvertures qui va entre 2 et 10 km, 10 km par antenne. Donc là-dessus, il y a des milliers de capteurs qui peuvent se connecter et chaque capteur peut durer entre 2 et 5 ans. Donc l'architecture, très simplement, c'est quoi? Des capteurs, des antennes qui récupèrent les signaux, des serveurs au niveau de nos data centers et puis après des tableaux de pilotage pour les utilisateurs et les usagers. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a
installé 3 antennes LoRa. Au-dessus de ces antennes qui communiquent avec ces antennes, on a des logiciels open source, LoRa Server, Thingsboard, etc. Et on a déployé pour l'instant 10 capteurs. Donc c'est pas beaucoup, mais l'objectif c'était de voir est-ce qu'avec ces 10 capteurs, on était capable derrière d'en mettre 1000 et quel serait le coût de cette augmentation d'échelle. Donc on a des capteurs de température, on va dans des congélateurs à moins 20 degrés, on a des capteurs d'ouverture, des alarmes volumétriques, de l'hygrométrie. Et on a voulu, dans ce prototype, impliquer les écoles et les universités d'Albi, parce que c'est quand même des sujets qui plaisent beaucoup aux enfants. Donc rapidement, une petite couverture. On a 2 types d'antennes, des antennes extérieures et des antennes intérieures. Donc vous voyez en haut de la carte, l'antenne intérieure, c'est tout petit. Donc ça sert vraiment à couvrir des objets qui seraient dans un bâtiment. Et il y a des antennes extérieures qui ont des portées de 2 km, 3 km, alors qu'on est en centre-ville. Donc ça veut dire que pour une ville comme Albi, on pourrait se dire avec 10 à 15 antennes, on couvre toute la ville. Donc couvrir toute la ville, une antenne, tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, ça peut remonter des milliers de capteurs. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer remonter automatiquement des capteurs d'eau, des capteurs de température, une fois qu'on a fait des travaux dans les écoles, etc. etc. Ce n'est pas forcément des capteurs à demeure. Ça pourrait être aussi des capteurs pour savoir s'il y a une voiture qui est garée à cet endroit, quand est-ce que ça a été libéré, etc. etc. Bon, je terminerai, parce que tout prototype n'est pas très intéressant s'il n'y a pas la dimension économique. Et là, vous allez voir que la dimension économique, elle est assez faible. Une antenne LoRaWAN aujourd'hui, entre des antennes intérieures ou extérieures, c'est entre 600 et 1500 €. Donc ça, c'est l'antenne brute. C'est parce que nous, on a fait nos propres installations. Les logiciels, vu que c'est de l'open source, ça ne nous coûte rien. On a quand même des petites prestations d'installation. Là, on a eu 3600 €. Des capteurs, ça dépend du capteur, c'est entre 500 et 200 €. Grosso modo, pour couvrir un tiers, un quart de la ville et quelques capteurs, on en a eu pour 8000 €. C'est-à-dire que derrière, dites-vous bien que pour déployer la fibre, on en a eu pour 7 millions d'euros. Pour faire ça, on va arriver, si on voulait tout couvrir, à 10 000, 50 000 €. Les niveaux d'échelle n'ont rien à voir. Encore une fois, c'est pas cher parce qu'on a fait l'infrastructure. Et c'est ce que disait tout à l'heure Fabien Bazin, c'est sans les infrastructures, on fait rien. Donc il faut prendre les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas arriver sur de l'IoT en disant ah, c'est moderne et c'est up-to-date, je vais faire de l'IoT, si derrière on n'a pas fait les choses avec des opérateurs ou en interne. Voilà. Juste dernier slide, voilà, l'ergonomie. Donc vous avez des capteurs, des alarmes, et tout ça est accessible par le web. Donc rien n'empêcherait de donner ça aux particuliers ou à d'autres services de la ville, de l'agglo, de l'État, parce qu'en fait on est capable de remonter ça de façon très simple. Pierre, donc du coup tu vas aussi nous montrer un autre exemple de ville intelligente, et cette fois-ci ça concerne Dijon, qui est aussi une ville de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc vas-y. Exactement, je vais vous parler d'une référence du coup régionale en la matière. Le projet du Grand Dijon, qui est un projet, en fait, c'est la première fois en France qu'on a eu un outil centralisé et connecté de gestion des équipements en public. C'est un projet qui était remporté par Bouygues Énergie et Services et Citelum, qui fait partie, qui est une filiale d'EDF, et qui prévoit en fait la réalisation et la gestion d'un réseau pour 12 ans qui concerne les 24 communes du Grand Dijon. Si vous avez bien suivi, vous aurez compris que je ne fais partie d'Action et donc ni pas de Bouygues Énergie et Services ni de Citelum, mais si je vais vous en parler, c'est parce que justement on a été très impliqués dans ce projet, puisque c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, les infrastructures sont au cœur d'un projet de ce type, et on fait appel aux opérateurs d'infrastructures en accompagnement pour ce type de projet. Donc globalement, c'est un projet qui permet d'inclure tous les usages dont on parle beaucoup en Smart City, que ce soit l'éclairage, la vidéoprotection, les capteurs environnementaux également, dont on parlait juste avant, mais également les feux de signalisation, les bornes d'accès au centre-ville. Voilà, c'est un réseau qui a permis d'englober des tas d'usages. Passer la slide suivante. Et voilà, le but c'est d'en faire vraiment un laboratoire de l'ensemble de ces usages, où en fait on met en place ce qu'on appelle du coup des hotspots Wi-Fi pour l'ensemble des usages, et tout passe en fait par un PCC, un poste de contrôle sécurisé. Donc je vous ai mis l'illustration, donc c'est ce qu'on appelle le cockpit, derrière lequel se trouve un opérateur,
et qui permet en fait de piloter l'ensemble des usages connectés de la ville et d'inclure du coup le citoyen dans cette démarche avec des informations descendantes et des informations montantes. On voit juste après en fait la place du coup du technicien, du superviseur. Donc là en fait il a accès à l'ensemble des écrans et peut du coup par exemple intervenir directement sur les feux de signalisation, sur les accès des véhicules de secours. Voilà, il a accès vraiment à l'ensemble des services connectés de la ville. Et en fait ce qu'on voulait mettre en avant sur ce projet, c'est que donc il y a Bouygues Energies & Services et Citélum, mais en fait il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont partagé à ce projet. Ils sont très nombreux et je pense que c'est le principal challenge d'un projet de Smart City, c'est de réussir à faire communiquer toutes ces entreprises. On est nous spécialistes dans notre métier. Vous avez peut-être déjà fait des travaux chez vous, vous avez un électricien, vous avez un plombier, vous avez un maçon, il faut faire communiquer tous ces gens-là. Je pense qu'on est exactement dans une métaphore qui est parlante sur un projet de Smart City. Et l'infrastructure est réellement au cœur de tout ça, puisque sans infrastructure, ces usages ne pourront pas voir le jour. Et donc nous, ce qu'on a fait, Axione, c'est qu'on a construit 120 km de fibres pour fédérer tous ces usages. Donc c'est la collectivité évidemment qui a communiqué sur la criticité de chacun des sites et des usages qu'elle voulait mettre en place, et c'est un réseau qu'on a activé pour elle, c'est-à-dire qu'on a mis en place un tuyau, des tuyaux pour interconnecter l'ensemble de l'agglo avec une capillarité, et on a mis de la lumière dans ces tuyaux pour schématiser. On a fait ça et on a fait une deuxième chose et on leur a mis en place un réseau Tetra, c'est un réseau de téléphonie mais qui fonctionne sur de la radio, donc contrairement au réseau GSM des opérateurs que vous utilisez au quotidien. C'est un réseau du coup privé qui a demandé la pose de 4, ce qu'on appelle ça des sites techniques, mais c'est des antennes relais, c'est des points hauts, comme les antennes que vous voyez, et qui permet en fait de créer un GFU, un groupement fermé d'utilisateurs mobiles, pour les 100 mobiles des agents de service et 150 portatifs. Ce qu'on appelle portatifs, c'est ni plus ni moins que des talkie-walkie un peu évolués. Voilà. Et donc si on doit rentrer dans le détail en fait de ce qui a été fait, on retrouve du coup la carte avec les 91 sites qu'on a interconnectés. Alors d'une part, dans un projet comme ça, le premier niveau c'est d'interconnecter les mairies, parce que les mairies sont au cœur du coup de tous ces usages. Le poste de commande centralisé évidemment, qui est redondé. Il y a une notion de secours qui est très très importante dans ce type de projet. Donc il y a un secours en termes d'énergie pour un site aussi critique que le poste de commande. Et il y a également un site de repli qui bascule automatiquement. Donc ça, c'était quelque chose de très, très important pour ce projet. Et après, il y a ce que nous, en tant qu'opérateurs d'opérateurs, on est opérateurs d'infrastructure. C'est-à-dire que les opérateurs de services que vous connaissez s'appuient sur des réseaux comme les nôtres pour proposer leurs solutions. Et c'est là qu'il faut en fait leur amener notre savoir pour pouvoir les interconnecter avec l'ensemble des réseaux qui existent, avec les data centers, les infrastructures brute qui est réelle, pour pouvoir gérer toute cette donnée qui va transiter en fait sur la Smart City qu'ils mettent en place. Et donc voilà, on l'a dit, la signalisation lumineuse tricolore et les sites radio qui eux sont également reliés pour pouvoir intervenir, et les bornes d'accès également sur certains endroits. Et donc le deuxième aspect, donc les 4 stations de base, donc les réseaux Tetra sont des réseaux qui sont un petit peu méconnus, mais auxquels nous on croit beaucoup. On est issus des travaux publics, mais également du monde de la radio. Les opérateurs mobiles font appel à nous pour la maintenance de leurs points hauts, pour par exemple les swaps de leurs équipements. Quand il faut intervenir sur leurs antennes, c'est nos équipes qui s'en occupent. Et donc là, on a créé un réseau de toutes pièces sur lequel ils peuvent effectuer des appels, sur lesquels on a accès à de la géolocalisation, ce qui est important aussi pour des raisons de sécurité. Ils peuvent, sur leur réseau, envoyer et recevoir des fichiers de tout type, comme vous le faites avec des MMS, mais là de manière privée. Ils peuvent faire des groupes d'appels, vous pouvez désigner des profils du coup dans vos populations et gérer les appels d'urgence, la priorisation. Et en fait, tout ça est supervisé depuis le cockpit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tributaire d'un opérateur, ce réseau, c'est le vôtre. Donc vous l'exploitez et vous en faites ce que vous voulez. Et donc c'est ça qui a été déterminant dans le projet. Et donc là, les équipes d'Axione ont également été utiles puisqu'on a une certaine capillarité nationale, on a des réseaux de fibre optique partout sur le territoire et y compris localement. Et ce qui est déterminant, c'est d'avoir des infrastructures, mais des infrastructures qui sont fiables et sur lesquelles les opérateurs sont capables d'intervenir rapidement.
la garantie de temps de rétablissement qu'on fournit sur un service, c'est quelque chose qui est critique. Voilà, quand on parle de services qui vont servir pour les secours, ou voilà, c'est des choses qui sont très, très importantes. Et notre présence locale a également été très utile pour ce projet. Voilà. Merci Pierre. Donc on va passer à Hugues qui va cette fois-ci nous parler de 5G. Rappelons-le que l'État va émettre des enchères sur les fréquences 5G et que beaucoup de pays à l'échelle mondiale, on prend la Chine, mais bien sûr la Corée ou même les États-Unis, mènent énormément d'expérimentation sur ce sujet. Donc Hugues, si tu peux nous parler de ce sujet, merci. Donc effectivement, la 5G, merci Dominique, tu m'as proposé d'aborder la 5G et pour le coup c'est vraiment complémentaire par rapport à ce que viennent d'évoquer mes confrères. Donc on a parlé de fibre, on a parlé d'IoT, de réseau bas débit, donc c'est bien d'aborder maintenant ce sujet de 5G. Donc l'enjeu c'est quoi? C'est deux briques technologiques plus ou moins innovantes, selon des architectures plus ou moins innovantes, permettent d'arriver à des innovations à l'échelle globale. Ceci va générer des réseaux de télécommunications fixes et mobiles. La 5G est un réseau mobile. Et tout ceci engendre, et on utilise pas mal ce mot dans notre métier, dans notre jargon, une connectivité. Une connectivité, et cette connectivité va permettre d'avoir des usages, d'avoir des débits, et en fonction de ces débits, pouvoir répondre à certains usages. Voilà. Donc la 5G fait partie des solutions mobiles très haut débit. Comme tu le précisais, on est en phase expérimentale ou pré-expérimentale en France et ailleurs. Mais c'était utile aujourd'hui quand même de faire un petit focus sur ces architectures 5G qui vont quand même révolutionner notre monde des télécoms. Et ce qui est important de dire, c'est qu'elles rentrent dans la classification des réseaux de télécommunications très haut débit mobile, mais ce n'est pas pour autant que les réseaux 5G vont ubériser tout ce qui se fait par ailleurs. La fibre va vivre, d'ailleurs, la 5G fonctionnera parce que les pylônes seront fibrés. Les réseaux IoT vont continuer à vivre, le Wi-Fi va continuer à vivre chez l'urbain ou chez le particulier. Et voilà, donc chaque usage aura son architecture dédiée. Alors effectivement, la 5G va pouvoir agglomérer bon nombre de choses, mais elle ne va pas ubériser tout ça. Donc la 5G, pour résumer, les usages de la 5G, c'est le slide suivant. Voilà. S'il y a une chose à retenir, il y a 3 familles à retenir. La 5G, déjà, pour ceux qui ont des adolescents ou des préadolescents, ils sont confrontés à ça tous les jours, enfin j'en fais partie. Ça va être déjà la révolution pour les gamers. Hein. On va être tout ce qui va être réalité virtuelle, gaming, 3D, la télé 4K, 5K, 6K. Donc tout ça va générer, ces larges bandes mobiles vont permettre sur son smartphone d'avoir accès à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur son ordinateur fibré. Pour résumer, la 5G, c'est comme si vous aviez une fibre optique qui va vous suivre dans vos trajets au pied de votre téléphone portable. Voilà. L'autre famille, qui est très importante, mais qu'on oublie souvent, c'est surtout pour le monde industriel, tertiaire, mais pas que, pour les collectivités, pour tout le monde, ça va être la massification des objets. On va être sur des réseaux IoT et on va pouvoir agglomérer, faire remonter des millions d'objets au kilomètre carré, ce qui est quand même une révolution dans le métier de la télécommunication. Et enfin, la troisième famille d'usages, c'est lié à la très très faible latence, donc le temps de réponse que va générer la 5G. Et là, les véhicules autonomes et tous les futurs usages de ce type vont permettre de bénéficier de cette technologie. Voilà. Alors si on parle d'architecture et si on fait un petit parallèle avec la 4G, la 5G, elle a de très ambitieuses promesses. Elle nous promet beaucoup de choses. Donc effectivement, aujourd'hui, on est en phase expérimentale, mais elle nous promet des performances à décoiffer. Hein. Donc si on regarde bien, en termes d'architecture, on est très différent. On va utiliser les mêmes briques technologiques, plus ou moins, mais on va les massifier, on va les densifier, on va les décentraliser.
Voilà. Donc l'antenne 4G qu'on connaît tous, on voit tous les pylônes 4G dans nos campagnes et ailleurs. L'antenne 5G va permettre de s'appuyer sur des cellules intermédiaires, plus proches de l'usager, plus proches de l'utilisateur, qui va nous permettre donc d'accéder à toutes ces performances. Et ces performances, elles sont quoi ? Elles sont les suivantes. En fait, c'est des vitesses en gigabits 20 fois supérieures à ce qu'on peut avoir sur un bon réseau 4G, déjà. C'est des latences 10 fois inférieures, donc des temps de réponse 10 fois inférieurs à ce qu'on a sur un réseau 4G. Et comme je le disais précédemment, on est sur 1 million de connexions d'objets au kilomètre carré, contrairement à un réseau 4G qui peut en absorber environ 1 millier. Voilà. Donc là, on est sur des briques technologiques. Alors, on dit souvent briques technologiques innovantes. C'est pas, comme je le disais en introduction, c'est pas la brique technologique qui est innovante, c'est surtout l'architecture 5G qui est innovante. Alors, comme on peut le voir, on va réutiliser les pylônes existants. C'est important parce qu'on ne va pas créer une architecture neuve. On va quand même s'appuyer sur l'architecture 4G. On va densifier les antennes. Voilà, qu'on va faire passer de 12 à une centaine d'antennes par pylône. Et tout ça va permettre, c'est un mot, alors excusez-moi d'avance, mais on va utiliser le beamforming. Alors le beamforming, c'est quoi ? Au lieu d'avoir une antenne 4G qui rayonne partout, tout le temps, et au fur et à mesure que vous vous éloignez, vous avez moins de réseau, la 5G, elle est révolutionnaire en quoi ? C'est que le signal va venir vous chercher. Le signal vient chercher l'utilisateur s'il en a besoin, et ne sera plus là s'il n'en a pas besoin. Et par ailleurs, ça va générer quand même beaucoup d'économies d'énergie de nos téléphones portables, ce qui n'est pas un moindre mal, je crois. Voilà. Autre innovation, on va dire qu'on va générer, on va communiquer en full duplex, c'est-à-dire qu'on va recevoir et transmettre dans le même temps, contrairement à du 4G où on reçoit, ou on transmet, ou on reçoit. Et on va utiliser des plages, des sous-plages en fonction de l'usage. La fréquence 4G a une plage unique pour tous les usages, que ça nécessite du haut débit ou du bas débit. La 5G va permettre de différencier ça, de discriminer l'usage et de nous donner la plage qui nous va bien à l'instant T. Voilà. Et donc en résumé, En résumé, la 5G, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est déjà des performances, comme je disais, à décoiffer. Voilà, très faible latence, très haut débit. C'est favoriser un écosystème public, privé. Ce qui est important, c'est qu'on parle de 5G, mais c'est vrai que je vais peut-être passer un peu rapidement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de territoires qui n'ont même pas la 4G, même pas la 3G. Aujourd'hui, il y a un projet New Deal qui est en cours, qui démarre, qui est déjà d'éliminer, d'éradiquer toutes les zones blanches et de fabriquer 4000 à 5000 pylônes, ne serait-ce que pour avoir la 3G ou la 4G. Donc c'est vrai, on m'a demandé de parler de la 5G, mais je voudrais quand même faire ce petit rappel, c'est important. On est en Bourgogne, je suis natif de Bourgogne, donc je sais que quand je viens sur la route de Dijon à Nevers, je ne capte pas forcément tout le long de la route. Voilà. Donc c'est important parce que il ne faut pas que la 5G, c'est pour ça que je mets quand même un petit bémol, il ne faut pas que ça amplifie la fracture numérique du territoire. Voilà. Ensuite, la 5G va permettre de dématérialiser. Elle s'appuie sur du edge computing. Bon, ça c'est encore un mot barbare pour dire que c'est au plus près de l'utilisateur. Et puis elle a plusieurs facettes. Et en termes de planning, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on est sur des proof of concept, on est sur des expérimentations. La vraie 5G arrive en 2024-2025, d'un point de vue déploiement. Voilà. Merci. Merci en tout cas pour ce point complet sur la 5G. Jean-Bernard, tu voulais nous parler aussi d'un cas d'usage. Bon, alors on est un peu pressé par le timing, mais je fais confiance à ton esprit de synthèse. Je vais essayer d'être sobre dans mes propos. Le premier slide que vous voyez
rapidement est une présentation, tu peux cliquer, on va les défiler. Donc Sogetrel en 2 mots, nous sommes 4000, on déploie de la fibre optique dans les villes, les campagnes, les zones denses, les zones peu denses. Nous sommes un acteur numéro 1 dans la THD. Nous sommes très présents sur le programme New Deal, donc sur les programmes de diffusion du haut débit dans les villes et les collectivités. Le sujet des infrastructures numériques, haut débit ou moyen débit, est un vrai sujet en ce qui nous concerne. On est un acteur très présent aussi, par exemple, autour du déploiement des réseaux sans fil pour Gaspard, qui est le réseau, qui est l'équivalent de Linky, mais pour le gaz. Alors, sur le slide qui suit, vous voyez globalement une roue qui met en exergue les grandes catégories de cas d'usage que nous, chez Sogetrel, nous proposons à nos clients. En bleu, tout en haut à gauche, des sujets de sécurisation qui vont s'appuyer sur des infrastructures au débit que l'on a exposées précédemment. À droite, SoPark, c'est ce qui va concerner la gestion intelligente du stationnement. Je vais y revenir dans mes propos. SoGrid, tous les aspects liés à la gestion optimisée de l'énergie dans les collectivités, dans les bâtiments. SoPure, les sujets liés à l'environnement des collectivités, qui est un vrai sujet. Et enfin SoTouch, qui est une application qui permet, toujours via ces infrastructures, de garantir une interaction forte entre le citoyen et sa collectivité. Alors le cas d'usage dont je voulais vous parler, c'est le projet de la ville de Clamart qui avait une problématique première, qui était une problématique d'incivilité. Donc la ville devait faire face à des problématiques dans certains quartiers d'incivilité, des problématiques de communication entre certains de ces bâtiments et puis des problématiques de stationnement. Donc Clamart est en région parisienne. Hein. Donc le premier sujet de l'incivilité a été traité par un projet de sécurité en ville, donc avec un déploiement massif de caméras de vidéosurveillance. Mais pour que ces caméras de vidéosurveillance vidéosurveillent, eh bien, il a fallu déployer un réseau très haut débit en fibre optique dans la ville de Clamart, qui en parallèle à cela a permis de mettre en relation différents bâtiments administratifs de la ville. Donc 72 caméras en haute définition, on a un projet de 120 caméras supplémentaires et la ville est très satisfaite aujourd'hui de cette solution parce qu'elle permet de garantir une meilleure sécurité auprès de ses citoyens. Le deuxième projet, c'était le projet du stationnement en ville. Le sujet était lié au fait que à Clamart, vous avez une gare qui est à proximité, qui sera d'ailleurs intégrée dans la ligne 15 du Grand Paris Express pour les Parisiens et autres. Et cette gare a l'inconvénient d'accueillir des véhicules qui vont stationner le matin, des gens qui vont partir, qui vont prendre le train et qui reviennent le soir. Et donc ces véhicules sont stationnés devant les commerces, ce qui fait que les commerçants se plaignent parce que plus personne ne peut se garer devant leur commerce. Donc ils ne viennent pas faire leurs courses à Clamart, ils vont ailleurs. Donc la problématique de la ville était simple, réglez-moi ce problème. Comment peut-on faire pour optimiser le stationnement? Alors on a décidé d'optimiser les moyens de contrôle en mettant en place des capteurs au sol qui permettent de remonter à la collectivité différentes informations que l'on peut voir sur le slide qui suit, avec globalement 4 types de clients. L'élu qui a une visibilité de la cartographie de sa ville, qui a accès aux détails des zones occupées, donc il y a une vision assez macro sur le stationnement en ville ainsi que des statistiques. L'administrateur qui gère les comptes utilisateurs, l'agent de la circulation qui va être à même d'identifier très rapidement sur son interface graphique les véhicules ventouses par exemple, et puis en bas à droite vous voyez, ou du moins vous ne voyez pas car c'est assez illisible en termes de photos, mais c'est ce qu'on appelle l'observatoire dynamique. On a mis en place dans les véhicules de la police municipale des caméras qui vont repérer les véhicules ventouses, donc lecture des plaques d'immatriculation, mise en relation avec la base des FPS, enfin des tickets de stationnement, et en temps réel, un agent peut savoir si un véhicule a payé ou n'a pas payé son stationnement. Alors, il n'y a pas envoi systématiquement en temps réel d'une amende vers le véhicule, mais on déclenche, dès l'instant où il y a une certaine densité de véhicules qui n'ont pas payé, on déclenche un agent qui va intervenir. Donc là, efficacité opérationnelle pour les agents de la voirie. Voilà de façon très synthétique mon propos pour rattraper le temps. Merci beaucoup Jean-Bernard. Donc je vais vous résumer un peu en synthèse ce qu'on s'est dit en termes d'infrastructure numérique au service du territoire intelligent. Effectivement, on a vu des cas d'usage extrêmement intéressants sur des communes dans la partie territoire intelligent. On est au courant en fait que finalement, et les professionnels du secteur s'accordent sur ce sujet, que ces usages n'existent parce qu'il y a des infrastructures numériques et que
ces infrastructures numériques de long terme portent justement ce concept de territoire intelligent. Et donc, par exemple, on a, lors d'une interview, d'un sondage qu'on a réalisé auprès de collectivités, 85% des sondés ont évoqué quand même le sujet de la fibre optique comme étant l'infrastructure vraiment cible qui permet de donner la connectivité suffisante pour tous les projets des territoires intelligents. Maintenant, vu qu'il nous reste quand même un peu moins de 10 minutes, on va poser peut-être quelques questions à notre panel pour récolter des points de vue très rapidement, afin de prendre du recul sur ce sujet d'infrastructure numérique au service du territoire intelligent. Bon, alors très rapidement, je vais vous poser sur le terme infrastructure et territoire intelligent. Quelles sont pour vous les infrastructures numériques qui sont... est-ce que, les infrastructures numériques sont un prérequis au développement des territoires intelligents? Bon, a priori, la réponse, on la connaît déjà. Et pour vous, quelles sont les infrastructures, surtout, qui vous paraissent les plus adaptées à la mise en œuvre de solutions de territoire intelligent? Donc, celui qui veut intervenir. Alors, je garde le micro et ensuite je le passe à mes voisins. En fait, ça dépend. Ça dépend des cas d'usage parce qu'en fonction des typologies de débit, des typologies de bâtiments, des typologies d'infrastructures au sein desquelles vous allez devoir déployer vos capteurs, vos différents compteurs ou autres, et en fonction de l'usage en final, est-ce que c'est du temps réel, est-ce que c'est du temps différé, est-ce que je transmets beaucoup d'informations ou peu d'informations? Eh bien, ça peut être des réseaux bas débit de type LoRa, Sigfox, ENCO, des réseaux un petit peu plus évolués, des réseaux radio ou des réseaux fibre ou cuivre, mais plutôt fibre maintenant, en fonction des différents critères. Et puis demain, la 5G, si c'est la question que tu comptes poser dans 2 minutes, la 5G sera aussi un complément très appréciable avec des contraintes particulières, hein, parce que comme l'évoquait mon voisin à droite, il y a des avantages, des inconvénients qu'il faudra traiter sur, par exemple, le deep indoor, le fait de pouvoir accéder profondément dans des caves ou dans des sous-sols. Mais les technologies évoluent et je pense que demain, peut-être que la 5G sera également gérer ce type de sujet. Donc, en synthèse, un peu de tout. Quelqu'un d'autre va intervenir sur ce sujet? Pierre? Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Après, il faut être capable d'ouvrir ses chakras quand on est élu et s'ouvrir un peu au mix technologique qui s'offre à chacun. Il y a des contraintes qui peuvent être très fortes. On parlait tout à l'heure vaguement du Morvan, qui est un gros poumon, mais qui relève du challenge pour nous, opérateurs d'infrastructure, pour amener de la connectivité. Et donc, il faut être capable d'amener un mix qui, intelligemment, prendra le meilleur de chaque technologie en fonction des contraintes qu'on a. Voilà. Juste pour terminer, en tant que ville, même si on peut faire un mix technologique, et il y a un mix technologique, on a quand même une architecture, enfin un backbone, une colonne vertébrale à faire avec la fibre optique. Enfin, on aura beau mettre des technos radio, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même avec la 5G. Les pylônes, à la fin, il faudra bien qu'ils soient en fibre optique. Donc, ça prend du temps, c'est cher, mais si on le fait petit à petit, mètre par mètre, une collectivité en 5 ans, 10 ans, 20 ans va arriver à couvrir son territoire. Donc, on peut utiliser un mix technologique, mais malgré tout, la fibre aujourd'hui et les fourreaux, ce qui est en voirie, il faut vraiment pas passer outre. Oui, enfin moi je pense qu'il y a quand même un mot d'ordre qui est assez clair, qui consiste à dire la fibre optique partout et pour tous. C'est un enjeu de société et il faut y aller. Il y a des technologies qui sont palliatives et pas alternatives, qui sont celles qu'on a évoquées, et évidemment il faut y aller. La messe aujourd'hui est dite, les investissements, je le disais tout à l'heure, public-privé sont considérables, et c'est probablement l'investissement en France qui est majeur si on comparait aux autres secteurs d'activité. Bien. Une fois qu'on a dit ça, moi ce que je constate sur la question des usages, et en étant tout à fait respectueux de mon petit camarade qui met des prunes à distance par Internet, je pense qu'il y a quand même avant un sujet citoyen qui consiste à se dire comment on design ces politiques, ces interventions, et au lieu de se dire je vais mettre de la zone bleue, je dis pas ça pour Nevers bien sûr, je vais mettre de la zone bleue, je vais mettre de la prune intelligente, qu'on
discute d'abord avec les usagers sur la question de l'utilisation de la voiture et du stationnement. C'est-à-dire qu'encore une fois, il me semble qu'on prend le problème à l'envers, qu'on est dans une période aujourd'hui où ce sont aux citoyens, aux habitants de construire les politiques publiques de manière horizontale et plutôt ascendante que verticale et descendante, et qu'on a un tropisme avec les outils numériques qui sont au fond... moi j'ai une solution à vendre, j'ai imaginé quelque chose qui est en général assez formidable, hein, moi j'ai aucun problème avec ça, mais qu'on vient plaquer sur un territoire qui lui-même n'a pas pris le temps de faire ce travail qui est long et compliqué, d'identification de ses besoins et de solutions parfois alternatives à des sujets qui pour moi n'ont aucun sens. Si vous voulez, j'ai jamais pensé, et encore moins aujourd'hui qu'hier, que l'injonction, la sanction permettait en aucune manière de régler des problèmes de vie collective. Je pense que nous tous, aujourd'hui, on est dans un moment d'intelligence collective, c'est un peu ce qu'ont essayé de dire les Gilets jaunes d'ailleurs, on est dans un moment d'intelligence collective où on a besoin d'élaborer les solutions ensemble et pas de se les voir encore une fois imposées. Comme ce que je disais tout à l'heure sur les usages numériques en métropole et les usages numériques en rural, il y a des différences absolument fondamentales, même si on doit répondre au même enjeu. Puis pour terminer, je suis encore trop long, gare aussi aux effets d'annonce sur les calendriers, que ce soit de déploiement de la fibre ou de déploiement de la 5G. Il y a encore un long chemin à parcourir. Et je pense que si on veut être sérieux sur ces sujets-là, on ne peut pas dire que la 5G, je ne sais plus ce qu'on a évoqué comme date, 2022-2024, non, dans certaines métropoles, oui, probablement, sur tout le pays, certainement pas, et dans des villes moyennes comme Nevers ou d'autres, ce sera encore plus compliqué. Donc on a vraiment à adapter en permanence notre discours, enfin notre propos plus exactement, à des réalités locales qui sont très différentes aujourd'hui dans le pays, me semble-t-il. Je voudrais juste paraphraser et répondre partiellement. Nous sommes intégrateurs, et ce que je veux exposer par rapport à Clamart, c'est qu'on a d'abord et avant tout écouté la ville. On lui a fait part des différentes technologies qui existaient, mais en aucun cas on impose une solution. On est à l'écoute. La ville nous a exposé ses critères économiques. 50 000 €, une place de parking supplémentaire, versus... Donc son sujet, c'était l'économie aussi. Il y avait l'économie et le sujet du commerce en ville. Et donc, face à ces différents exposés, nous avons proposé différentes solutions, et c'est la ville qui a choisi. Nous, en aucun cas, on force le sujet, qu'il n'y ait pas de misfit par rapport à tout cela. Ok, très bien. Peut-être qu'on aborde juste très rapidement la question. Alors, on va parler plutôt du contexte français. Est-ce que vous pensez qu'en France, on dispose d'un terrain favorable pour mettre en place un territoire intelligent ? Je vais bien prendre la parole vu que je n'avais pas répondu à la question d'avant. Non, mais j'avais l'impression qu'il ne fallait pas trop que je m'immisce. Non, tu pouvais bien sûr tout à fait t'immiscer. Le terrain favorable, alors de plus en plus, les groupes comme nous, on est souvent sollicités un peu en conseil. C'est vrai que les collectivités, les territoires, quels qu'ils soient, les départements, les régions, les communes, elles sont toutes intéressées, ce qui est plutôt un très très bon signe quand même. Donc c'est favorable, ne serait-ce que ça c'est favorable. Elles sont toutes intéressées, mais elles ont toutes besoin de conseils, savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Effectivement, comme disait mon premier collègue, il est complètement ubuesque de vouloir répliquer des solutions mises en place dans une métropole et vouloir les répliquer dans une zone rurale ou dans un smart bourg par exemple. C'est complètement ubuesque. Donc il faut faire des solutions clés en main qui s'adaptent à la collectivité, au territoire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça reste quand même une discussion entre l'administré, l'usager, la collectivité et l'entreprise. Voilà. Trouver la meilleure solution pour les spécificités du territoire, c'est vraiment très important. Et au niveau des financements, c'est important. Je voulais rebondir un peu sur Albi, c'est important. Nous, on encourage beaucoup les collectivités à être un petit peu autonomes, indépendants d'un point de vue télécommunication. Voilà. Tirer son réseau de fibre, c'est un avantage indéniable. Et les communes qui l'ont fait il y a 15-20 ans, pour moi, elles en sortent grandies aujourd'hui et elles ont beaucoup plus de liberté que d'autres qui n'ont pas osé franchir le cap. Voilà. Et puis, après, il y a l'aspect coût. Cette autonomie, elle permet de faire des économies de grande échelle, elle permet d'être autonome, elle peut permettre de déployer. L'exemple d'Albi en est le premier. Voilà.
Si quelqu'un d'autre veut réagir, sinon on passe aux questions de la salle. Juste rapidement, ce qu'on constate aussi, c'est on est face souvent à des collectivités qui fonctionnent en silo. Donc on a la DSI, la direction des services urbains, la communication, la voirie et la sûreté. Et il manque souvent une coordination multiservice au sein de la collectivité. Donc ce qu'on préconise souvent, c'est qu'il y ait un référent qui va assurer la gestion du changement au sein de la collectivité, mais qui sera l'interface avec l'ensemble des services. Ça facilite nettement le déploiement de ce genre de solutions. Simplement sur la définition de la ville ou du village intelligent, est-ce que la ville intelligente, c'est la ville pleine de capteurs, où on se gare sans problème, où on fait ses courses, on a du push dès qu'on passe devant une boutique, ou est-ce que c'est la commune de Trois-Rivières au Canada qui a un modèle avec les gens atteints de maladies type Alzheimer, qui sont en totale circulation dans la ville, les habitants ayant été formés, les accompagnateurs un peu plus nombreux que dans un horrible PASA à la française, qui est une sorte de prison dans des maisons de retraite. C'est quoi la ville intelligente? Merci. Donc, du coup, est-ce que l'auditoire a des questions à poser à nos intervenants sur le sujet des infrastructures au service du territoire intelligent? Ouais. Ça veut dire que notre intervention a été complète finalement, non? Je suis totalement en phase avec le propos qui vient d'être effectué, c'est-à-dire que je pense que l'intelligence, elle est dans l'homme. La ville, c'est juste des immeubles, des rues, etc. Mais la ville intelligente, entre guillemets, c'est une ville où il fait bon vivre, il fait bon circuler, où l'air est pur. Et il n'y a pas obligatoirement nécessité de haute technicité. Je pense que ça dépend aussi de la volonté de chaque individu de contribuer au bien-être dans la ville. Donc ça peut être avec, sans ou partiellement de la technologie. C'est vrai que, juste sur l'aspect environnemental, ce qui est important de mettre en relief par rapport à tout ça, c'est que tous ces technos, toutes ces infras, elles servent à quoi en fait? Elles servent à faire des solutions zéro carbone, qu'au milieu de la Nièvre, on ait un entrepreneur qui puisse faire du télétravail, qui évite en termes de mobilité de traverser la moitié du pays pour aller pour faire son travail au quotidien, quoi. Et donc c'est important. Enfin, c'est un peu le leitmotiv du groupe NJ. On parle souvent des 3D, c'est décentralisé, décarboné, digitalisé. Voilà. Et toutes ces infras engendrent tout ce cercle vertueux en fait. Voilà. Okay. Bon, merci à vous, merci aux intervenants et merci à vous pour avoir écouté ces interventions fort intéressantes.